Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de Au fil de l'idée, tisser des pensées, révéler des mondes. Sans plus tarder, accueillons notre invité de ce jour. Bonjour Daniel, Bonjour Frédéric, bonjour à tous. je te souhaite Merci de la... m'accueillir. Merci de ah, m'accueillir. avec plaisir, je te souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, moi pour faire simple, je suis coach, coach certifié depuis 98, donc avec une certaine expérience. Je suis, basée à Lyon actuellement, après avoir, travaillé à la fois en région parisienne, en Provence, bon je me suis rapatriée à Lyon pour des raisons familiales. Et je travaille essentiellement aujourd'hui en coaching d'équipe de dirigeants, pour des PME et pour des ETI de la région Rhône-Alpes. Voilà, j'ai pas beaucoup de mobilité sur d'autres régions, mais j'ai la chance, d'habiter dans une région qui est très, très vivante, Mhm. avec un tissu industriel non négligeable. Donc voilà, je suis ravie de travailler au service de ces entreprises. Donc mon travail, c'est essentiellement d'accompagner des équipes dirigeantes, j'allais dire à essayer d'améliorer leur mode de fonctionnement, pour des questions d'amélioration de leur performance, mais avec en arrière-fond ce sujet de la santé au travail, de la qualité de vie au travail, de la convivialité dans les équipes qui fait que quand tout se passe bien entre les personnes, ben finalement les performances s'améliorent. Donc c'est un D'accord. petit peu mon sujet Hmm. et ça sera le sujet, en particulier d'aujourd'hui. Hem, Sachant que j'ai pas mal évolué parce que je fais du coaching d'équipe depuis le début, mais j'ai progressivement évolué dans ma pratique et c'est mes dernières, découvertes que j'ai envie de partager aujourd'hui. Mmh. J'ai hâte d'entendre ton retour d'expérience aussi sur sur cette évolution, comment ça a évolué. Par où on doit commencer? Par où tu veux qu'on commence, Daniel? Écoute, moi je suis assez pragmatique, ça fait 30 ans que je suis à mon compte. Pourtant je suis universitaire en philosophie de formation, donc j'étais pas destinée à être pragmatique. Mais je pense que très vite, j'ai eu le goût de faire de la philosophie dans la vie. Je disais toujours, «Mais pourquoi les philosophes, ils restent dans les salles de classe à enseigner d'autres futurs philosophes?» Donc moi, j'avais envie de faire de la philosophie dans la vie. Donc j'ai très vite, une fois, mes diplômes passés, j'ai très vite, commencé à travailler dans les organisations plutôt en RH et puis petit à petit, j'ai cheminé d'un métier de recrutement à un métier d'accompagnement en bilan de compétences pour finir par devenir coach en 98. Mais avec tout le temps ce souci d'être très, pragmatique, très proche du terrain et très à l'écoute du vivant, en fait. Parce que je me suis rendu compte très vite que les organisations, quand elles étaient trop, presque trop performantes, elles avaient tendance à écraser le mouvement de la vie, la spontanéité, la créativité et donc je n'ai eu de cesse d'essayer d'allier la performance avec l'intelligence du vivant et en Mmh. particulier l'intelligence collective. Donc Et très vite, je me suis retrouvée à accompagner des équipes à partir de 98. Mon premier chantier, c'était un coaching d'équipe, d'un conseil en recrutement à Paris. Je les ai emmenés à Zakopane, dans une station de ski en Pologne. On a fait un coaching d'équipe extrêmement, décoiffant, c'était très sympathique. Puis après, bah, petit à petit, j'ai cheminé, j'ai un métier où on est obligé de se professionnaliser en permanence. Donc je me suis adjoint d'autres outils comme le MBTI. J'ai un outil aussi systémique et dernièrement, je me suis formée à des outils plus en neurosciences. mmh. Voilà, tout simplement parce que je me suis rendu compte que quand je faisais un travail avec les dirigeants, sur la vision, sur les processus à l'œuvre dans l'entreprise, sur la cohésion des équipes, on parlait, de tous ces processus sans jamais aborder en fait la question du cerveau, en fait, comment fonctionne le cerveau humain et comment de cette neuroscience, des neurosciences, on peut en faire un atout pour mieux comprendre la façon de fonctionner, des personnes en situation de décideurs, hein, comme le sont les dirigeants et puis des personnes en collectif. Donc voilà, ça m'a intéressée d'aller chercher, moi j'ai un côté un peu chercheur, donc il faut tout le temps que j'améliore, mes pratiques et que je découvre de nouveaux champs, sinon je m'ennuie. Mmh. Et Et puis, j'ai aussi
j'allais dire, cette exigence de voir ce qui marche chez mes clients, ce qui marche moins bien et comment je vais faire la prochaine fois pour améliorer les choses. Mmh. Et je reviens un petit peu en amont où tu parlais Oui, de pragmatisme, oui. être pragmatique dans la vie et est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le mot pragmatique et le la définir? Pour que, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, être pragmatique dans la vie? Être pragmatique pour moi, c'est très clairement être proche du réel. Voilà, c'est d'accueillir le réel, comme il se présente, heu et puis, d'en faire quelque chose. Alors pourquoi je dis ça? Hem, je crois que souvent, alors surtout en France, on est un peu idéaliste. Alors on fait des plans. On voudrait aller là, on voudrait aller là et puis après on essaye de faire rentrer la réalité dans les plans. Alors moi je suis pareille que les autres, hein, mais je me soigne donc voilà. Mais, il y a pas longtemps, j'ai entendu un conférencier qui disait, qui était un ancien légionnaire, qui disait, «Le premier mort à la guerre, c'est le plan». Pourquoi? Parce que, justement, il y a le plan, ce qu'on se les idées qu'on se et c'est pas mal, hein, de faire des plans. Moi, je j'ai rien contre les plans, mais il faut savoir d'avance que quand on fait une stratégie, on fait un plan, il va falloir que pas se rigidifier autour du plan, mais essayer vraiment d'accueillir le réel, tout en suivant son fil directeur, mais, de peut-être de faire des circonvolutions qui vont permettre, au bout du compte, d'accomplir le plan, tout en accueillant, les obstacles qui peuvent surgir, qui peuvent se présenter et sans se décourager. Donc c'est pour ça que j'ai, alors après 30 ans, d'entrepreneuriat individuel, du coup, je suis très proche des dirigeants que j'accompagne puisque j'ai moi-même cette problématique d'entrepreneuriat et c'est très, très souvent que je me suis retrouvée à devoir inventer, un nouveau plan ou rectifier mon plan parce qu'il y avait un nouvel événement. Par exemple, le Mmh. Covid. Bah, le Covid, c'était un nouvel événement. Je me suis retrouvée tout d'un coup sans clients parce qu'ils étaient tous à l'arrêt. Donc il a fallu que je réinvente ma structure et je suis partie pour arriver à la sauver, pour arriver à sauver ma structure de il n'y avait pas d'argent magique pour moi, donc il a fallu que je sauve ma structure en inventant une nouvelle façon de travailler pendant les années Covid. Donc Mmh. et les entrepreneurs, ils sont comme moi en permanence, ils sont obligés d'être collés au réel, sinon ils peuvent ne pas survivre en fait à ce qui arrive. Mmh. Là, pour moi, ça fait référence à s'adapter et tout, au changement. Il y a aussi le mot changement qui me vient quand tu me parles de tout ça. Comment, sans cesse se renouveler, aller vers l'innovation et tout Mmh. ça, ça Oui. ça demande beaucoup d'efforts. Comment toi tu gères et tu traites, cette demande d'effort, cette demande d'énergie à sans cesse se renouveler, sans cesse innover? Comment tu le gères? Alors, moi personnellement ou pour mes clients? Les 2, moi je Bon d'accord. soyons fous. Alors, moi personnellement, je crois que j'aime le changement en fait. Je m'ennuie si c'est toujours pareil. Dans la routine, je m'ennuie. Alors j'aime d'autant plus le changement que je peux l'anticiper. Quand il est soudain et qui me coupe l'herbe sous le pied, j'aime un peu moins. Mais à la fois, je me rends compte que quand ça arrive, je suis capable d'aller chercher mes ressources à l'intérieur de moi, pour, ne pas sombrer en fait, pour ne pas me laisser aller à la dépression parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme je le voudrais. Ça, je pense que c'est une question à la fois de personnalité. Après, il y a des personnalités, qui sont, voilà, plus ou moins, agiles à rebondir sur les événements. Je pense qu'il y a une question d'éducation aussi. Moi, j'ai une éducation très structurante et un peu audacieuse. J'ai eu un père qui m'a toujours, soutenue dans mes projets, même si c'était des fois un peu décalé par rapport à la conformité ambiante. Donc ça, c'est important d'avoir un soutien, hein, être audacieux, oui, mais il faut le faire dans un contexte un peu sécurisé et moi, j'ai eu Mmh. cette chance d'avoir un père, structurant et à la fois me laissant libre de mes initiatives, aussi bien quand je suis partie, à New York en congé sabbatique alors que j'avais 30 ans et qu'il me disait: «Tu vas casser ta carrière» et moi, je lui disais: «Mais j'en ai rien à faire» et ça me plaisait de partir 1 an en congé sabbatique à New York, ça me faisait vibrer et il m'a aidée. Non seulement Mmh. il m'a laissé faire, mais il m'a aidée. Ou quand j'ai adopté ma fille au Vietnam aussi, je suis partie, au bout de 7 ans de procédure, je suis partie, j'ai pris l'avion et je me suis envolée pour aller adopter ma fille au Vietnam. C'était des choses un peu, voilà, un peu inhabituelles, un peu, il Nouveau? ça demandait beaucoup d'improvisation Mmh. et à la fois je pense que ça correspond à mon tempérament.
Mmh. Après, dans la gestion du changement, et c'est ce que j'essaye de faire avec mes clients, c'est d'essayer de travailler avec mes clients sur comment ils envisagent le changement, c'est-à-dire pourquoi ils veulent changer, la raison d'être du changement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses chez nos clients qui vont se nouer dans le sens. Est-ce que ça a du Mmh. sens pour l'entreprise et quel sens ça a pour chacun dans l'entreprise? Voilà. Mmh. Voilà, qu'est-ce que ça vient combler pour chacun dans l'entreprise? Je prends l'exemple de ce comité de direction que j'ai accompagné pendant 1 an. Heu, En fait, ils avaient du mal à travailler ensemble, ils avaient du mal à faire équipe parce que chacun individuellement, ils trouvaient que ça allait plus vite de faire ce qu'ils avaient à faire dans leur coin, et à la fois ils en souffraient. Ils en souffraient parce que la communication passait pas très bien, parce que parfois ils ne tiraient pas dans le même sens. Donc c'était embêtant parce que ça freinait les décisions. Heu, donc c'est comment petit à petit, je les aidais à mettre en perspective que s'ils perdaient un peu de temps au départ à se mettre d'accord, à mettre en place un écosystème de réunion qui soit, plaisant et qui plaise à chacun avec leurs particularités cérébrales. Sachant qu'on a des préférences en termes de gouvernance cérébrale. Certains vont être plus dans l'adaptatif, dans la rationalité, d'autres vont avoir plus d'émotionnel, d'autres vont être très instinctifs. Ceux-là, il faut qu'ils décident vite instinctivement. D'autres vont avoir un sens du collectif un peu grégaire et ils veulent absolument faire l'unité avant d'agir. Donc, l'idée, c'était que tous puissent être entendus dans leurs besoins de changement, dans leurs besoins de création d'un écosystème qui allait répondre aux besoins de chacun qui étaient tous différents. Mmh. Hein. Et moi, tout mon travail avec les équipes, c'est de progressivement, parce que quand on les écoute, les équipes, ils veulent tous du collectif, ils ont tous envie d'une équipe conviviale. Là où ça devient difficile, c'est quand ça vient marcher sur leur précaré de directeur financier, directeur commercial, DRH. Ils ont chacun des contraintes et travailler avec les autres, oui, mais touche pas à mes habitudes, Mmh. touche pas à, touche pas à mon équipe, touche pas à mes Mon zones de périmètre. pouvoir. Ouais. Voilà. Donc, tout l'art, c'est justement avec les neurosciences, c'est d'écouter les préférences de chacun, à la fois leurs préférences en termes de logique rationnelle, mais aussi leurs freins, leurs peurs réelles, leurs peurs fantasmées, et puis peut-être aussi leur envie de bouger. Voilà, d'écouter tout ça à partir des neurosciences pour pouvoir petit à petit les aider à co-construire un écosystème qui satisfait chacun. Et du coup, Mmh. la cohésion elle se fait de fait. Et c'est ce que j'ai fait avec cette équipe. Ils ont construit leur écosystème de réunion et à partir de là, ils étaient très présents, très assidus et ils pouvaient vraiment travailler ensemble. Ils ont retrouvé du plaisir de travailler ensemble. Alors évidemment, il a fallu parler des petits sujets qui fâchent, mais on l'a fait dans un climat de bienveillance parce qu'on avait posé un cadre, là aussi, à partir d'outils qui permettaient d'aller voir quelles étaient les valeurs de chacun, à quoi ça correspondait, et puis de construire un langage commun. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant quand on va travailler sur les neurosciences, parce qu'on va travailler sur le langage, sur les mots, mais pas seulement les mots dans leur sonorité, mais dans leur sens, dans leur Mmh. définition, dans toute leur richesse aussi, parce qu'un mot peut signifier plusieurs choses. Un mot peut avoir des connotations différentes. Hein. Quand on travaille sur des valeurs avec l'équipe, là par exemple j'ai fait un travail sur eux, sur leurs valeurs, pour créer un cadre sécurisant au départ, pour qu'ils puissent se parler en vérité. Et ce travail sur les valeurs, ben, si par exemple un dit bienveillance, hein, bah, bienveillance, alors à la fois tout le monde est d'accord, et puis il y a des gens qui disent ah bah non, mais on en a marre de cette société de bienveillance où en fait, du coup, ça empêche de dire ce qu'on pense. Parce qu'il faut Mmh. être bienveillant tout le temps, donc ça empêche. Donc il y a des courants aussi qui luttent contre ça. Non, non, on ne veut pas de la bienveillance. Donc voilà, ben, voilà, on pose les choses. On entend aussi la contradiction, on peut entendre la contradiction, on en discute. Puis on découvre qu'avec la bienveillance, ben, ça peut marcher la bienveillance s'il y a de l'exigence.
Mais Mmh. ça va avec l'exigence, parce que s'il y a que de la bienveillance sans exigence, bah, ça s'appelle de la complaisance. Et ça, en termes de management, c'est pas possible. En termes de fonctionnement d'équipe, quand les uns commencent à être complaisants les uns avec les autres, ça marche pas. Mmh. Donc c'est comme ça que petit à petit, autour des mots, on va vraiment faire émerger un système de valeurs de l'équipe, mais pas des mots qui signifient des idéaux, mais on va vraiment travailler sur des mots avec, à partir justement d'outils de neurosciences qui signifient quelque chose déjà dans leur Mmh. expérience présente, qui dit déjà la façon dont ils travaillent et qui dit peut-être qu'est-ce qu'ils doivent un petit peu réajuster pour que ça soit plus fluide et qu'ils puissent être sécures quand ils s'expriment. Donc voilà Mmh. un autre travail qu'on peut faire avec les neurosciences. Et ça permet d'accompagner le changement parce que tant qu'il n'y a pas un cocon de sécurité dans une équipe, où on est sûr que quand on va dire les choses, on va être accueilli, même si ce n'est pas ce que pense le patron, Mmh. même si ça irrite un peu les autres, on sait qu'on va pouvoir le poser et que ça va pouvoir être parlé, éventuellement que ça va pouvoir être contredit, mais dans la bienveillance et dans le respect. Et ça, c'est ça, hein, le travail essentiellement de cohésion d'équipe qui permet ensuite à l'équipe d'être puissante parce qu'ils se font confiance. Cette question, de bienveillance, de cadre, poser le cadre, tout ça renvoie à ça, le cadre qu'on donne, qu'on offre à ses équipes. Est-ce que tu es, obligé d'être présent ou est-ce que tu arrives à donner les directives pour que ils deviennent autonomes? Est-ce que ta présence est nécessaire au début et à quel moment tu peux te retirer? Comment tu sais quand tu peux, enlever un petit peu la main et laisser un petit peu les autres jouer et tester? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. En général, quand ils signent avec moi, c'est qu'ils savent qu'ils n'y arriveront pas tout seuls. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a un moment, ils sont dans un système. Moi, je suis aussi formée en systémique. J'utilise aussi des outils de systémie. Ils sont dans un système. Ils forment entre eux un système qui a tendance à être stable. Et s'il y a quelqu'un qui essaye de déstabiliser le système, il va se faire éjecter. Donc, une organisation, c'est systémique. Et souvent, ce qui va pouvoir permettre au système de basculer, c'est le tiers extérieur qui vient et Mmh. qui va pouvoir, lui, interroger, parce qu'il est de l'extérieur. Je ne sais pas si tu connais cette pratique dans les grands groupes, comment ça s'appelle? Les jeunes, quand ils arrivent, on leur demande au bout de 6 mois de faire, comment ça s'appelle? Un rapport d'étonnement. Voilà, ça s'appelle un rapport d'étonnement. C'est-à-dire que les jeunes, les entreprises intelligentes, quand les jeunes sont là depuis 6 mois seulement, elles leur demandent de faire un rapport d'étonnement, tout ce qui les étonne, Mmh. tout ce qui les surprend. Ce qui permet à l'entreprise d'entendre des choses qu'elle, elle n'entend plus parce que tout le monde est habitué à ça. Mmh. Et moi, je suis un peu ça. Je suis un petit peu le tiers, le zébulon, si tu veux, qui arrive de l'extérieur, qui va poser les questions qui fâchent, mais on va accepter que je pose les questions qui fâchent, puisqu'on me paye pour ça. Donc, si tu veux. Et à la fois, on sait très bien, on accepte que je pose les questions qui fâchent parce que je n'ai aucun jugement de valeur. Moi, je Mmh. ne connais pas les gens, je n'ai pas de rapport avec eux au quotidien. Donc, justement, cette posture d'extérieur, elle est très importante. Et c'est là où moi, je commence à travailler avec eux. Et c'est vrai que moi, le but, toujours le coach, son but, c'est de partir le plus vite possible. Moi, je dis toujours à mes clients, si je fais bien mon travail, je serai partie très vite. Mais encore faut-il qu'eux aussi, ils prennent le Mmh. travail. S'ils résistent trop, ben voilà. Mais bon, voilà, j'ai du professionnalisme, donc j'arrive à gérer ça. Et l'idée, c'est que petit à petit, les faire monter en autonomie à chaque séance, petit à petit un peu plus, sachant que l'intérêt des neurosciences, c'est que je travaille avec des outils extérieurs à moi. J'apporte des outils qui ont un peu un rôle de tiers hein, et ils co-construisent tout seuls en fait, Mmh. sans moi. Moi, je suis là comme une coach externe, je facilite le travail, mais c'est beaucoup moins interventionniste que quand je suis dans un dialogue avec une équipe où moi, je prends trop de place. Donc tout le but, c'est de travailler comme quelqu'un d'extérieur, d'apporter le plus possible des processus, des petits processus, des fois de rien du tout, mais qu'ils ne connaissent pas et qui vont les faire progresser. Et une fois qu'ils se sont appropriés le processus, s'il y a besoin d'un autre, on en donne un autre, on vérifie, on reboucle, et puis après, un jour, on disparaît parce qu'on n'a plus Mmh. besoin.
Ou alors on se greffe sur un autre sujet dans l'entreprise. Mmh. Justement, je me posais la question sur l'échelle de, on va dire, la taille des équipes. Hem, heu, ta façon de faire, elle est adaptée à tout type d'équipe, à tout type d'entreprise? Oui, oui, Oui? tout est en ah oui, oui, oui. Ah oui, parce que de toute façon accompagner une équipe, c'est accompagner une équipe. Après, en général moi en général les équipes que j'accompagne, elles sont entre 5 et 12. Si tu veux, c'est quand même très rare qu'un manager, il ait plus de 10-12 personnes en ligne Oui, pas mal directe, de parce l'eau pour moi. qu'après il n'arrive plus à gérer. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à accompagner un collectif, heu, voilà, qui puisse fonctionner, où les gens puissent se repérer et se connaître et bien fonctionner ensemble. Toute la problématique, en fait, c'est que petit à petit, faire en sorte qu'ils créent un lien interpersonnel en dehors du rôle à jouer. Voilà, je suis plus Mmh. directeur financier, lui DRH, lui voilà, je ne vais pas vers les autres en tant que personne, avec un statut, mais je vais plutôt aller, vers les autres. Je vais créer un lien interpersonnel avec les autres pour être de personne à personne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se résolvent là, à ce moment-là, sans forcément devenir des copains. Alors des fois, Mmh. on devient copains, puis des fois, on a moins d'affinité, mais au moins se connaître, la personne. Alors je me souviens d'un autre coaching d'équipe que j'ai fait, c'était juste avant le covid et le patron était un homme très, très brillant, plein de qualités et cetera, mais il ne voulait absolument pas parler de ses problèmes personnels qui étaient lourds. Il avait des problèmes à la maison lourds Mmh. et donc il était toujours distant. Il dit: «Non, non, 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 mais moi je ne veux pas me confier». Il avait peur en fait et en fait toute l'équipe sentait bien qu'il y avait un truc. Mais bon, personne n'osait rien dire. En fait, ça mettait une chape de plomb et moi je lui disais: «Moi je respectais ça» et à la fois je lui disais: «Bah, c'est quand même dommage que tu ouvres pas une petite entrouvres pas une petite fenêtre sans dire, la totalité». Mais je voyais que ça freinait dans l'équipe parce qu'ils osaient ils osaient pas vraiment rentrer en relation avec lui, ils n'arrivaient pas vraiment à le connaître Mmh. et je ne sais pas pourquoi, sans que je ne fasse rien, un jour, il s'est mis à s'ouvrir et ça a complètement changé, la dynamique de l'équipe. Tout d'un Mmh. coup, parce qu'en montrant un peu le fardeau qu'il portait, parce que d'autres portaient des fardeaux parfois aussi lourds, voire plus, hein. Chacun on a notre lot, hein, donc mais il a créé quelque chose de l'ordre de quelque chose de plus humain, sans forcément que ça soit indiscret, qu'il raconte sa vie. On n'était pas là pour ça non plus, mais il a osé dire des choses qui fait qu'il a tout d'un coup, les autres ont changé de regard. Il l'aimait bien déjà avant, mais je pense qu'il il l'aimait encore plus après parce qu'il le comprenait mieux. Ah. Donc voilà des choses qui sont fortes dans les équipes, c'est quand on arrive à passer du rôle que l'on joue à l'interpersonnel un petit plus humain en fait, Mmh. plus proche de la réalité de ce que vivent les gens dans leurs émotions. Mmh. Et justement, j'ai une question, comment tu t'y prends pour justement trouver un équilibre entre ne pas être dans le voyeurisme, c'est-à-dire, tout déballer, vider son sac, raconter tout et l'autre côté qui est, bah, de tout garder, de rien laisser passer? Comment tu fais pour amener les personnes à s'exprimer en gardant un certain équilibre dans les échanges? Oui, c'est une bonne question, je te remercie de la poser Frédéric. Je crois que vraiment pour moi le secret c'est poser le cadre au démarrage. Mmh. Il faut que le cadre soit hyper sécurisé, heu et autorise sans forcer, mais puisse autoriser les gens petit à petit, au fur et à mesure qu'ils prennent confiance, mais sans jamais forcer, sans injonction, parce on n'est pas en thérapie de groupe, donc on n'est pas Mmh. là pour ça et puis moi je ne veux pas qu'ils sortent des choses que je ne puisse pas traiter. Moi je Mmh. suis pas thérapeute, hein, je suis coach donc mais c'est vraiment toute la force du cadre, de pouvoir poser un cadre, en mettant des règles du jeu qui autorisent, qui libèrent la parole au bon niveau. C'est-à-dire, qu'est-ce que qui puisse libérer, que les gens puissent partager qu'est-ce qu'ils ressentent, peut-être avoir plus, d'accès à leurs émotions, les parler plus leurs émotions, sans forcément aller parler de leurs blessures d'enfance, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mmh. Donc en coaching d'équipe, même si des fois ils se connaissent, ils savent, ce que les uns et les autres ont pu vivre, parce qu'il y a aussi des amitiés qui se créent, il y a des gens qui se connaissent bien.
Mais c'est pas le lieu d'un COMEX ou d'un CODIR ou d'une équipe de traiter ça. Par contre, le savoir qu'on a par exemple, un collègue qui a un enfant lourdement handicapé, qui a des problématiques, voilà, du coup, complexes à gérer à la maison, que c'est voilà, bah, ça, c'est quand même très précieux pour le patron, pour, voilà, peut-être pas lui en remettre une couche en termes de charges, ou pour, voilà, réguler les choses de façon plus humaine et plus douce quand il y a besoin. Mmh. Donc je pense que ça, c'est tout l'art, c'est vraiment dans le cadre, la façon de le poser. Poser les règles Mmh. du jeu et moi souvent ce que je fais, je vais poser les règles du jeu en les aidant à co-construire leur propre cadre. Sachant que Mmh. moi des fois je rajoute ma petite pierre à l'édifice, mais souvent je pars de ce qu'eux ils apportent et la Mmh. plupart du temps, ça c'est parce que je leur dis: «De quoi vous avez besoin pour travailler ensemble en sécurité?» Et là, Mmh. si je le fais en plus avec les neurosciences, ça leur permet la chose en plus qu'ils vont avoir, c'est avoir des mots communs qu'ils peuvent définir, qu'ils peuvent travailler en termes de définition pour bien savoir ce qu'on dit et qu'on ça crée un langage commun, en fait Mmh. et ça, c'est quand même précieux. Mmh. Et tout à l'heure, on parlait de sens, de travailler sur le sens, des équipes et le sens de l'entreprise et le sens individuel. Imaginons que, l'entreprise veut aller à l'ouest, mais le salarié veut aller à l'est. Dans ces, enfin, c'est opposé et comment tu t'y prends pour gérer ces situations où vraiment tu as un salarié, bah, ou une personne de l'équipe qui est là, mais elle est là juste par rapport à pour gagner un salaire et non pas pour apporter une plus-value à l'entreprise ou même aller dans le sens et créer de la valeur? Alors, ça, c'est un petit peu, c'est un sujet un peu abstrait, mais je peux essayer de le faire redescendre dans la réalité. Mmh. Heu Bah, la dernière fois que j'ai accompagné une équipe, il y a le directeur industriel, au bout de quelques mois, il est parti. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que le sens dans lequel s'inscrivait l'organisation ne correspondait plus à sa trajectoire de vie. Mmh. Donc ça peut arriver. Heu, Après des fois, c'est pas amusant pour l'équipe qui perd un élément essentiel, mais c'est pas non plus, c'est préférable parfois que de garder un élément qui tire dans l'autre sens Mmh. et qui va, pas forcément contribuer à l'équipe, au sens de l'équipe. Sachant que le sens, il faut bien être clair. Le sens, il est quelqu'un peut être là que pour gagner sa vie et faire très bien son travail. On n'est Mmh. pas tout le monde n'est pas, on n'a pas tous la même façon de poser du sens dans son travail. Moi, je respecte, il y a des gens qui veulent avoir un travail alimentaire, ils font bien leur job. Bah, s'ils font bien leur job et que ça contribue au bien de l'équipe, bah, pourquoi je leur imposerais un idéal de sens, voilà, une finalité, plus altruiste ou je sais pas quoi. Je veux dire, on est tous, c'est tout ce qu'on fait est respectable. Donc c'est ça en fait la dynamique du sens, c'est de vérifier que chacun à son poste va pouvoir comprendre déjà le sens que le sens dans lequel l'organisation veut aller, Mmh. le sens dans lequel le patron veut mener l'organisation et puis ensuite inclure ce sens dans sa propre recherche de sens et que ça soit compatible. Alors après si c'est, quelqu'un veut juste gagner de l'argent et que ça répond au sens de l'entreprise, que ça ne contrecarre pas le sens de l'entreprise, moi je pense que c'est on n'a pas à moi, je me méfie des gens qui veulent mettre une emprise sur la motivation des uns et des autres, hein. Il y a des gens qui sont là que pour faire un salaire. Ils ont pas forcément envie de se réaliser dans la vie. Mmh. Ils ont besoin d'un salaire, ils sont là, ils font bien leur job et c'est respectable. Puis d'autres, alors ça, c'est ce qu'on appelle dans les neurosciences, bon, les motivations intrinsèques ou extrinsèques, voilà, les motivations primaires ou secondaires. Après, il y en a d'autres qui ont s'ils sont là, ils arriveront pas à travailler s'ils sont là que pour un salaire. Ils ont besoin de poser, un idéal, quelque chose, une finalité qui les fait plus vibrer. Voilà, ça l'important, c'est que ça soit dans la trajectoire de l'entreprise parce que si ça commence à aller, dans l'autre sens, bah, là, il faut se poser la question de: «Est-ce qu'on reste marié ou pas? Ou est-ce qu'on Mmh. divorce?» Et ça, c'est pas en coaching d'équipe, moi je le traite pas. Par contre, je vais le traiter plus en coaching individuel ou en bilan de compétences. Si par Mmh. exemple, il y a un collaborateur,
Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai accompagné une DRH qui me disait: «Ah voilà, elle faisait bien son job, son patron voulait pas la perdre, mais elle, elle a l'impression de tourner en rond». Donc je l'ai accompagnée en coaching individuel pour voir si elle restait, si elle pouvait se redynamiser dans son poste, retrouver du sens, mais en allant dans le sens de l'entreprise, ou si elle avait intérêt à partir. Et moi, bah, j'ai pas du tout influencé, mais petit à petit, au fil des entretiens, elle s'est rendue Mmh. compte qu'elle avait encore des choses à faire dans l'entreprise et qu'elle voulait rester. Et Mmh. ça, et du coup, elle s'est redynamisée. Donc voilà, nous, on n'a pas à influencer, en fait, que ça soit en coaching d'équipe de dirigeants ou que ça soit en coaching de dirigeants, on n'a pas à influencer. On est là juste pour faire émerger, pour, moi j'aime bien, l'image de Socrate qui accouchait les esprits, tu vois? Nous, on est là comme Mmh. des accoucheurs qui faisons accoucher les gens ou les équipes de ce qu'ils ont en eux. Mmh. Et nous, on a des outils pour ça. On a Mmh. voilà. Des fois, c'est un peu au forceps, mais ça marche. On a des outils et quand ils ont accouché de qui ils sont, et bah, s'ils vivent sans nous, ils vivent sans nous, il y a pas de problème. Puis des fois, ils reviennent parce qu'ils ont tout Mmh. d'un coup un autre sujet et bah, on les accueille. Voilà, Mmh. Tu parce tu que si tu veux, des fois, ils peuvent avoir un autre sujet qui se présente. Moi, je suis restée comme ça dans une organisation 8 ans et chaque fois, ils m'envoyaient des gens. La plupart du temps, c'était des gens différents. Puis, des fois, j'en avais certains qui venaient une fois, 2 fois, rarement 3 fois, mais voilà, qui avaient besoin de revenir parce qu'il y avait autre chose qui s'était passé et qu'ils avaient besoin de reboucler avec moi. Mais Mmh. voilà, l'idée, c'est quand même, nous, de s'effacer une fois que le travail est fait. Mmh. Et Daniel, j'aimerais profiter de ton expérience pour te poser cette question qui est, comment pour toi le coaching a évolué, par rapport au début de ta pratique dans les entreprises et les problématiques de maintenant? Comment ça a changé? Alors moi, je ne suis pas Dieu, hein, je ne sais pas je sais pas comment ça a changé. Je peux te dire ce que j'ai vu moi comme évolution. Mmh. Mais bon, moi, quand j'ai commencé, c'était en 98, donc le coaching venait d'arriver à peu près dans les années 90, quoi. Donc, on était 300 en France. Donc à cette époque, quand j'ai commencé, moi j'ai commencé à coacher très vite dans les organisations parce que j'avais déjà des clients en conseil RH. Mmh. Donc à l'époque, il suffisait que je leur dise: «Tiens, je viens de faire une formation au coaching. Est-ce que ça vous intéresse d'essayer?» Alors, ils me disaient: «C'est quoi ce machin, le coach, qu'est-ce que c'est?» Alors, je leur disais: «Ben, c'est un peu comme un entraîneur sportif». «Bah, alors vous pouvez pas parler français, Daniel Birken?» Alors, je leur disais: «Bah, si je le traduis, ça fait entraîneuse. Pas très envie de dire que je suis une entraîneuse, donc vous allez me permettre vous allez me permettre de dire que je voilà, de me laisser dire que je suis coach». Donc voilà, donc ils rigolaient un bon coup, puis après ils essayaient. Ils sont curieux, mes clients, ils sont comme moi, donc ils ont essayé, puis ils ont bien aimé. Mais la plupart des problématiques, c'était des problématiques de performance. Voilà, je j'arrive pas à bien gérer mon équipe, j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à gérer les personnalités qui râlent tout le temps, voilà, j'arrive pas à me projeter dans ce que je veux faire après, dans l'organisation, enfin voilà, et c'était des problématiques très concrètes. Mmh. Et moi, ça me dérange pas du tout parce que je suis une pragmatique à la base, donc ça me plaisait en fait, hein. Donc j'ai coaché comme ça pendant 10 ans, majoritairement plutôt en individuel et un peu en collectif. Et puis après, moi, il se trouve que j'ai adopté ma fille au Vietnam et que je me suis arrêtée pendant 6 ans. J'ai pris un Mmh. congé parental d'éducation et quand je suis revenue sur, le marché du coaching en Rhône-Alpes, donc entre-temps j'avais déménagé, heu, j'étais très surprise en 2015, hein, je suis revenue sur le marché et on me disait: «Mais» quand on m'appelait pour coacher quelqu'un, on me disait: «Beh, il va pas bien, on aimerait qu'il se fasse coacher». Donc c'était plus du tout en fait, c'était plus que des problématiques opérationnelles. Alors bien sûr, il y avait des problématiques opérationnelles, Mmh. mais la demande de l'organisation, c'était, «Il va pas bien, il faut que vous le coachiez». Alors moi, au début, j'ai ouvert des yeux comme ça. Bon, il se trouve que pendant mon projet parental d'éducation, j'ai été faire un petit peu de psychologie à Lyon 2, donc ça me plaisait en fait, que la Mmh. problématique ait un peu évolué. On parlait en 2015, on parlait pas encore de burn-out, on parlait de souffrance au travail. Le terme est arrivé en 2016 Mmh. et effectivement, depuis 2015-2016, bah, il y a aussi cette problématique du plaisir au travail, de la qualité de vie au travail, de la santé au travail, de la prévention du burn-out, qui est venue un peu, cristalliser ce qui existait déjà. Il y avait déjà des gens qui souffraient au travail, mais on n'en parlait pas comme ça et souvent, il y avait pas autant de burn-out quand même, hein.
Il y en avait sans doute, mais c'était pas aujourd'hui, c'est un peu une épidémie, hein, donc et je pense que le travail que je fais avec les équipes, ça permet de prévenir le burn-out. Mmh. Parce qu'il y a quand même beaucoup, il y a beaucoup des causes du burn-out qui vient d'une mauvaise répartition du travail, d'une surcharge, de relations humaines dégradées, de managers des fois qui sont débordés, donc qui deviennent toxiques, même s'ils ne le veulent pas. Mmh. Voilà, donc je pense qu'en travaillant, sur la santé des équipes, c'est pour ça que j'aime bien dire, je fais du coaching d'équipe, mais en fait, je travaille sur la santé des équipes. Ça aide aussi chacun à prendre sa place, à être écouté, à être entendu dans son humanité et à trouver de la solidarité dans l'équipe plutôt que de «sauf qui peut, chacun pour soi et Dieu pour tous». Donc je pense que c'est aussi un haut lieu de la santé au travail, une équipe qui va bien. Mmh. Et je trouve c'est intéressant que tu soulèves ça, c'est que le fait que ce n'est pas juste une responsabilité individuelle, mais c'est aussi une Oui, co-responsabilité d'un ensemble de paramètres qui fait, cette souffrance peut-être des fois au travail et oui, et oui. et Pour ça, il faut que le CEO, il faut que le dirigeant, heu, il ait, il ait de la clairvoyance, pour justement accepter ce travail. Aussi, en fait, ça le soulage à terme parce que mmh, lui, exactement comme moi, quand je rentre dans une organisation, petit à petit, le but, c'est d'en sortir. Lui, c'est pareil, s'il a un COMEX, il arrive à faire cette co-construction avec son CODIR, avec son COMEX, où vraiment il y a une solidarité qui s'installe, il y a une confiance mutuelle. D'abord, il va gagner beaucoup d'argent parce que ces réunions, ça va devenir des réunions productives. Au lieu que chacun débatte et se tire la bourre parce que chacun veut avoir raison, ils vont pouvoir apprendre avec des processus de partage de représentation à se parler. Ils vont aussi apprendre à prendre des décisions consensuelles au lieu mmh. d'essayer chacun de décider, de forcer la décision, de l'avoir, j'appelle ça, moi, prendre des décisions au 49-3 dans les organisations. Que tu C'est-à-dire tu il y a tu pousses. l'équipe, elle débat là pendant je ne sais pas combien de temps et personne n'est d'accord et à un moment, Mmh. le directeur général, il en a ras le bol, donc il met le poing sur la Tu table et il dit: «On pousses. va pas faire ça. Ça, c'est du 49-3». Bon, voilà. Et c'est quand même pas l'idéal parce que si tu fais une décision au 49-3 dans ton COMEX, bah, la moitié qui n'étaient pas d'accord, ils vont y aller à reculons, quoi. Donc Mmh. l'idée, c'est quand même plutôt d'essayer de travailler sur le consensus. Là, avec l'équipe que j'ai accompagnée, il y en a un, le directeur industriel, il a dit un jour, parce qu'on a fait une réunion, une mini-réunion, un aquarium mini-réunion de 15 minutes, hein, sur un sujet du COMEX. C'était un Mmh mh. sujet d'actualité. En 15 minutes, avec mes outils, ils ont résolu le truc. Et il Mmh. était là. Mais comment ça se fait qu'on a résolu le truc en 15 minutes? Ça fait des mois qu'on se penche dessus parce que juste, il tournait en boucle. Mmh. Tu sais, et il fallait juste un outil qui provoque une bascule cognitive. On appelle ça la bascule cognitive en neurosciences. C'est-à-dire tout d'un coup, tu changes de mindset. Mmh. Et c'est immédiat. Parce que justement, ces outils, ça te permet de d'ouvrir la porte à d'autres perspectives. Et c'est très efficace. Et lui, il n'en revenait pas. Il m'a dit: «Ah, ça fait des mois qu'on tourne en rond sur ce truc-là. On a résolu en 10 minutes». Mmh. Alors bon, je dis pas que ça avait pas aidé qu'ils tournent en rond pendant des mois, mais enfin, ils ont gagné beaucoup d'argent ce jour-là. Mmh. Parce que si tu regardes, Frédéric, le montant d'un salaire de dirigeant de COMEX, tu multiplies ne serait-ce que par 5 dirigeants. Et puis tu regardes ce que coûte une réunion de COMEX à l'heure. Mmh. C'est au moins du 3 000 € de l'heure, hein. Mmh. Quand ils se réunissent, ça coûte à l'organisation au moins 3 000 € de l'heure. Si c'est pour passer son temps à discuter et discuter et tourner en rond les mêmes sujets et à se tirer la bourre, c'est cher payé, ça coûte cher un COMEX. Mmh. Si quand ils se réunissent sur ces heures-là de COMEX qui coûtent très cher à l'organisation, ils s'écoutent, ils co-construisent et ils savent décider au bon moment sans se tirer la bourre parce qu'ils se sont mis d'accord, parce qu'ils se sont vraiment parlé des sujets qui fâchent, parce qu'ils ont trouvé des solutions intermédiaires et parce que dans le respect les uns des autres, mais tu gagnes un argent monumental. Mmh. Parce qu'il faut quand même dire que la réunionnite dans les entreprises françaises, alors peut-être plus les grosses entreprises que les plus petites, mais
c'est énorme, la réunionite en France, que ça Mmh. peut faire perdre de temps, hein, je veux dire, donc je me dis, moi là, je sens ma valeur ajoutée là, tu vois? Je me dis que je suis pas assez chère dans ces cas-là. Faut Je me dis augmenter que je peux alors. augmenter mes prix. Et une dernière question, on arrive bientôt à la fin, Daniel. Hem, Toi, tu possèdes des connaissances que tu transmets, Mmh. quelle est la partie formation? Est-ce que dans ton accompagnement, est-ce qu'il y a une partie formation ou c'est au travers des échanges, du coaching, le cadre que tu poses, que tu installes, qui fait que tu arrives à transmettre et à donner tout ton savoir, les savoirs prérequis pour que ça facilite les échanges, ça amène les équipes à pouvoir s'exprimer, à grandir, à se connaître et à trouver leur place? Alors quand je suis coach d'équipe, moi je suis pas formatrice, hein. Mon but c'est pas de former, voilà, de former avec, en posant des objectifs pédagogiques, en faisant faire des exercices, et puis en vérifiant à la fin que j'ai bien fait monter en compétence les gens. C'est pas ça, je suis donc pas formatrice. Par contre, tu as raison de dire que quand je suis coach d'équipe, j'apporte des outils, j'apporte des processus. Là, tu vois, ce petit aquarium qu'on avait fait, c'est parce que je voulais on les avait enregistrés en vidéo. Je voulais leur montrer comment ils fonctionnaient et qu'est-ce qu'ils avaient amélioré avec le petit outil que je leur avais apporté. Mmh. Et c'est évident que ça va être formateur, parce qu'ils sont partis, ils ont intégré un nouvel outil, ils l'ont vérifié que ça marchait, puis après ils l'ont transféré dans leur quotidien. Mmh. Donc ça va être formateur, mais je ne suis pas moi là, j'interviens pas avec ma casquette de formateur à vérifier que ils sont bien montés en compétences. Le OK. coach, il n'est pas là pour ça. Par contre, je vais modéliser un certain nombre de postures. C'est-à-dire que moi, la façon dont je me comporte, la façon dont j'apporte le sujet, la façon dont je pose le cadre, la façon dont je fais circuler la parole, ben, ils vont imiter. Ça Mmh. s'appelle l'apprentissage par modélisation. C'est exactement un enfant, comment un enfant apprend. Il va imiter les gestes de sa maman, de son papa. Ben, c'est exactement, nous, c'est pareil. On travaille beaucoup, on apprend beaucoup par imitation. Donc en fait, ça va être formateur, mais je suis pas formatrice quand je fais ça, en fait. Je fais juste parce que, ils vont modéliser certaines choses que je pratique. Ils vont dire: «Ah oui, ça c'est bien». Ils vont essayer de le reproduire et puis ils vont le reproduire. Parce qu'ils vont s'entraîner et ça leur plaît, ils vont le prendre. Parfois, peut-être, parfois j'apporte des outils, ça leur plaît moins et ils le prennent pas. C'est pas un problème ça. Moi, je suis pas là pour vérifier, tu vois, qu'ils sont montés en compétences. D'accord, OK. C'est un peu la différence. Mmh. Et il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il Mmh. y aurait une dernière chose que tu aimerais partager sur ce sujet-là? Alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit, que j'aimerais partager? Ou qu'est-ce qui est Heu, important que tu dis ou même pour résumer ce qu'on a un peu échangé et ce qui est vraiment important que voilà tu ce que aimerais j'ai dire? pas dit, mais je pense que c'est parce que c'est ça vraiment que j'ai dans le cœur, moi. Ce Mmh. qui me fait me lever le matin, c'est de me dire, que, mon action va transformer le quotidien d'une équipe en leur permettant, d'atteindre plus de performances du collectif, mais sans écraser la singularité de chacun. C'est-à-dire que l'idée, c'est parce que ce qui est difficile, en fait, dans les équipes, c'est le passage de l'individuel au collectif. C'est-à-dire comment moi, je fais mon petit truc dans mon coin, ça me plaît, et cetera, et si je travaille avec quelqu'un d'autre, il va falloir que je change quelque chose pour m'approcher de l'autre. Et Mmh. ça, c'est difficile parce qu'il faut laisser tomber un peu d'ego, il faut laisser tomber ses peurs, il faut et voilà, ça va prendre plus de temps. Il y a la fameuse, adage qu'on voit en permanence, «Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin». Mmh. Donc tout ça, ça va demander un travail sur soi, de travailler avec les autres, ça demande un travail sur soi pour ouvrir la porte, pour ouvrir les perspectives. Et pourquoi souvent on ne veut pas le faire? Parce qu'on a peur. On a peur que ça écrase notre individualité, nos spécificités, nos talents dont on est fier. Donc Mmh. en fait, moi, tout mon travail, c'est de dire, le but, c'est pas, le conformisme. Tu vois, avec cette équipe, j'aurais pas dit: «Voilà, pour que ça marche bien les réunions dans un CODIR, il faut faire ceci, ceci à tel rythme». Je leur ai pas fait une leçon de comment on tient une réunion, comment on bâtit un écosystème de réunion. Je suis partie d'eux, j'ai respecté leur singularité en tant qu'entreprise
Et à l'intérieur du collectif, j'ai respecté la singularité, la richesse, la créativité de chacun et je les aidais à construire là-dessus. Et Mmh. c'est ça, en fait, moi, qui me plaît, parce que peut-être parce que moi, je déteste qu'on mette la main sur moi. Voilà, je déteste qu'on essaye de me contrôler. Donc, Mmh. j'ai besoin, moi aussi, d'avoir cette Liberté. liberté Mmh. d'apporter ce que j'ai à apporter. Maintenant, si ce que j'apporte ne convient pas au collectif, je peux tout à fait l'entendre et Mmh. l'accepter, mais j'ai été entendue et ça change Mmh. tout. Et voilà. Et du coup, ça m'arrive de rentrer dans des collectifs, c'est pas exactement comme ça que je ferai les choses, mais je l'accepte parce qu'ils ont entendu mon point de vue, ça a été argumenté, ils me disent: «Non, là, on va pas faire comme ça, mais on va plutôt faire comme ça», mais j'ai été entendue, j'ai été considérée dans ma singularité et c'est ça, en fait, moi, qui me plaît, en fait, dans les équipes, c'est que chacun, du coup, trouve sa place et son originalité, que chacun se sente accueilli et de faire vraiment, du coup, une équipe solide et solidaire pour aller parce que l'ennemi dans les entreprises, il doit pas être à l'intérieur des comex, il est à C'est l'extérieur ça. l'ennemi. C'est le Mmh. marché, c'est les concurrents, c'est les lois qui changent tout le temps. Il est à l'extérieur l'ennemi, donc il faut que le comex, il faut pas qu'il se traite en Soit ennemi. Ils soient Voilà. soudés, ils Il faut soient voilà, il faut qu'il ensemble. soit soudé, il Ouais. faut qu'il fasse, voilà, un seul corps, on dirait, hein, un seul corps, un Mmh. seul cœur, quoi, il faut Mmh. que ça soit solide, hein. Donc c'est ça, en fait, qui me motive, moi, Mmh. Qui fait qui que me fait vibrer. quand tu te lèves le matin, tu sais que tu apportes quelque chose Oui, et ce j'ai quelque envie chose, c'est d'apporter, voilà, j'ai envie voilà. d'apporter tout ça aux équipes que je peux rencontrer, aux patrons que je peux rencontrer pour leur dire: «Mais c'est pas grand-chose en plus, c'est des interventions qui sont pas lourdes». Mmh. Mais juste Mais comme elles viennent de l'extérieur, elles font basculer les choses et ça va vite. C'est juste que ça fait rentrer un peu de lumière là où des fois il y en a plus. mmh, je dirais quand même, si c'est ils sont c'est ton expertise quand même. C'est-à-dire, tu as fait des années, tu as appris beaucoup de choses, Ah bah, oui. tu as fait beaucoup Ah ouais. d'efforts et c on peut percevoir que c'est pas grand-chose, mais finalement si, c'est beaucoup parce que ça va refléter tout ton savoir, toute ton expérience et c'est pour ça que ça paraît facile, mais justement, c'est ça le tu es une Alors moi, experte, tu vois? j'ai surtout beaucoup de pratique. Mmh. J'ai beaucoup de pratique et surtout comme je suis devenue, superviseur de coach, puisque je t'avais dit que pendant le covid, j'avais perdu ma clientèle entreprise parce qu'ils étaient tous fermés. Mmh. Donc j'ai basculé je suis partie à faire de la formation de coach et je me suis formée à la supervision de coach. Donc j'ai j'ai encore un cran au-dessus de hauteur de vue puisque je continue à être coach, mais en tant que superviseur de coach, j'ai encore plus de recul et de perspective. Donc je Mmh. pense que ça, c'est précieux pour les dirigeants qui sont dans le quotidien de l'action. À la fois, je partage avec eux ce quotidien entrepreneurial, puisque je suis entrepreneur moi-même, À ton mais à la compte, fois, j'ai cette casquette. cette prise de recul et cette prise de hauteur en permanence avec ma propre pratique, mais avec la pratique de tous les coachs que j'accompagne. Mmh. Donc ça me fait une expertise, enfin, ça me fait une pratique dédoublée, parce qu'à chaque coach qui apporte ses sujets, moi je monte en compétence. Oui, Donc, enfin, tu oui, tu ça, résolves, recherches voilà, des réponses, tu ça apportes se nourrit, ouais, ça se nourrit. OK et Et on je arrive fais de la supervision de coach en groupe, parce que j'adore les mmh, équipes. Donc en fait, voilà, je vois aussi dans mes clientèles de coach, j'ai aussi des équipes en fait qui travaillent ensemble. Donc ça, mmh, c'est très précieux. OK et Merci beaucoup. on arrive à la fin. Merci Heu, beaucoup. juste une dernière chose, est-ce que tu as une citation pour clore notre échange à nous partager, qui fait Alors une lien citation, avec notre tu m'as dit discussion? ça tout à l'heure, alors attends, je vais voir qu'est-ce que je pourrais hem, j'en ai déjà dit pas mal des citations. Ah, il y en a une que j'aime bien. Mmh. C'est un militaire, toujours le même militaire, qui a dit une chose intéressante sur les femmes. Ah, comment il s'appelle? Vas-y, je t'écoute, Les partage. femmes sont, les femmes sont bien plus fortes que les hommes pour aller lire l'intime. Mmh, Et ça me touche. C'est vrai que ça nous donne moi j'ai beaucoup de clients hommes, hein, évidemment, parce que depuis le début que je travaille beaucoup avec des hommes, un peu plus maintenant avec des femmes, mais nous, on a quand même, et ce qui m'a fait plaisir, c'est que c'est un homme, un légionnaire, un militaire qui dit ça. Donc je me dis, c'est quand même un homme très, très masculin, qui a remarqué que les femmes avaient un don. Alors pas toutes, hein, il ne faut pas faire une généralité. Moi, je connais des hommes qui sont très, très doués pour lire l'intime. Mais mmh, quand même, généralement,
nous autres femmes, on a cette intelligence, de l'intime, et on est très accueillante à cet intime qui peut être un point de vulnérabilité parfois dans les organisations et ça, je pense que c'est précieux quand on travaille avec une femme qui a un peu d'expérience et qui voilà, j'ai pas de jugement de valeur sur les hommes, hein. Moi, je suis une féministe qui aime les hommes, donc je me définis comme ça. J'ai voilà, mais je suis quand même une féministe parce que Mmh. je pense qu'on a des talents que qui se ressemblent pas forcément, mais qui sont complémentaires et voilà, j'aime bien cette citation de François Bert qui est comme moi un accompagnateur d'équipe, Mmh. mais je lui tire mon chapeau parce qu'il a reconnu en conférence ce talent féminin qui nous distingue et je mets volontiers ce talent au service des hommes que j'accompagne. Merci Daniel. Merci mille fois de ton accueil, de ta bienveillance et de ton questionnement qui était très riche aussi pour moi. J'apprends toujours beaucoup en parlant de ma pratique. Mmh. Et je te remercie beaucoup et je remercie tous les auditeurs qui ont été présents évidemment, à ce podcast. Merci Daniel. On je coupe le live et on se retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.